Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fanny Dubo, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire du 7e arrondissement. Alors le 7e arrondissement, on en a beaucoup parlé l'année dernière, notamment sur les questions de sécurité. Je commence par une question sur la place Gabriel-Péri, qui est venue souvent à la une des chaînes d'information. Elle est un peu plus apaisée depuis qu'il y a de la police en permanence, police nationale, police municipale. Est-ce que vous-même, vous cessez de traverser la rue quand vous y passez ? Alors moi, j'ai toujours traversé la place Gabriel-Péri pour la simple et bonne raison que j'y habite, enfin en tout cas j'habite à proximité de cette place. Effectivement, j'avais dit qu'au moment où il y avait un marché sauvage, eh ben, c'était difficile de passer par là. Aujourd'hui, grâce aux présences de la police municipale le matin et de la police nationale l'après-midi, c'est effectivement plus apaisé. Mais il faut que cette présence policière continue, puisque c'est quand même un quartier toujours sous surveillance et qui fait par ailleurs l'objet d'un certain nombre d'autres politiques, toujours dans la démarche qu'on évoquait déjà l'année dernière, d'approche, on va dire, multithématique de ce quartier. Alors, dans les différents thèmes, il y a notamment la question des violences faites aux femmes, du harcèlement de rue. Là-dessus, vous croyez beaucoup à un dispositif de formation des commerçants du quartier, le dispositif Angela. Exactement, le dispositif Angela qu'on a mis en place en juin dernier au niveau de la mairie du 7e. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est un dispositif anglais à la base où dans les pubs ou les boîtes de nuit, les femmes qui se sentaient harcelées sexuellement pouvaient aller au bar, donner un nom de code qui était Angela au barman et celui-ci prenait en charge la personne. Nous, on l'a, on va dire, traduit un petit peu en France et là, on travaille avec tous les commerçants et commerçantes du 7e arrondissement. En tout cas, ça leur a été proposé de suivre des formations de comment accueillir une victime de harcèlement de rue, quels sont les bons réflexes à avoir, signer une charte. Et à partir du moment où le commerçant ou la commerçante a suivi cette formation et suivi la charte, il y a un autocollant qui est posé sur sa vitrine avec marqué Angela. Et les personnes qui se sentent vulnérables dans la rue, qui se sentent harcelées, savent qu'elles peuvent être accueillies dans ces commerces. On n'en entend pas beaucoup parler pour l'instant. Vous avez eu des retours de ces commerçants? Il y a des femmes qui ont fait appel à eux? Alors aujourd'hui, dans le 7e arrondissement, on a 47 commerçants, commerçantes qui ont été formés. Pour trouver ces commerçants, il y a une carte interactive qui est sur le site internet de la mairie du 7e. Et on a différents retours. D'une part, les commerçants qui nous disent, bon, au début, on se disait, mais pourquoi faire une formation pour ce qui semble un peu naturel, c'est-à-dire un client qui a besoin d'aide, évidemment qu'on l'aide, mais en réalité, ils ne savaient pas exactement quoi faire, ils ne savaient pas exactement quels étaient les réflexes, ils ne savaient pas dans quel cas appeler la police. Et donc, cette formation a été utile aux commerçants. Ensuite, on n'a pas encore de retour, on va dire, précis, chiffré de l'utilisation du dispositif. Mais moi, j'en parle beaucoup dans la rue autour de moi. Et typiquement, j'ai une maman qui m'a dit « Ah bah, c'est génial, on a regardé la carte et on a fait tout le trajet du collège, entre chez nous et le collège, pour que ma fille sache où aller si elle se sent éventuellement en vulnérabilité. » Donc, il y a déjà, on va dire, des externalités positives du dispositif. L'autre secteur qui est en difficulté, c'est la place Mazagran, où on concentre beaucoup de nuisances. On a décidé la suppression de l'aire pour enfants, des cabanes notamment. C'était le seul moyen de faire partir les dealers. Alors, on n'a pas décidé exactement ça. On a une approche là aussi pluridimensionnelle sur la place Mazagran, donc avec un passage des forces de police très renforcé, que ce soit la police municipale qui est 3 fois par jour ou la police nationale qui y est très souvent. On fait beaucoup d'enquêtes sur les trafics qui s'y déroulent. On a de l'accompagnement social et puis on a aussi cette partie aménagement que vous venez d'évoquer, qui a été faite à partir d'une analyse de prévention situationnelle, c'est-à-dire comment l'aménagement fait en sorte de réduire les mésusages d'une place, et ça nous a amené à réaménager cette aire de jeu, donc à enlever les cabanes qui étaient les cabanes oranges que tout le monde connaît. Aujourd'hui, il y a une aire de jeu temporaire, et elle va être réaménagée à l'automne 2023. Vous dites les mésusages, clairement, ce sont les trafics de drogue. Ce sont les trafics de drogue, c'est le deal qui est très présent sur la place Mazagran, effectivement. L'objectif, donc, c'est d'arriver à supprimer les caches. Oui, typiquement, et tout le monde le sait, on pouvait trouver des tubes, enfin on trouve encore des tubes de résine de cannabis plantés dans la terre, même parfois dans l'aire de jeu. Et donc ce réaménagement va empêcher de cacher de la drogue à ces endroits-là. L'objectif, c'est aussi d'occuper la place avec d'autres types d'activités, toujours pour faire fuir les délinquants. Alors, on travaille avec des acteurs du quartier, des acteurs socioculturels, les associations, le centre social du coin, etc.,
pour faire en sorte que la place soit occupée par les gens qui y habitent, soit occupée de manière positive. Après, tout le monde peut participer à ces activités-là. Ça peut être un tournoi de pétanque, une fête, une réunion publique, etc. L'idée, c'est que grâce à l'action des associations, les riverains puissent se réapproprier cette place. Ouais. L'autre dispositif sur le secteur qui concerne aussi la place Gabriel-Péri, c'est la ligne 3-7. Là, ce sont 8 acteurs sociaux qui ciblent plus particulièrement la centaine de jeunes en errance dans le quartier. Tout à fait. Ça, c'est un dispositif qui a été mis en place donc, en collaboration entre la ville de Lyon, la métropole de Lyon et l'État. Donc, ils ont tous financé ce dispositif. Et donc, on a 8 maraudeurs, travailleurs sociaux, mais aussi travailleurs médicaux, parce qu'on a un médecin dans l'équipe, on a une psychologue, et qui, tous les jours, vont à la rencontre de ce qu'on appelle les jeunes en errance. C'est comme ça, en tout cas, que c'est écrit dans le dispositif. Connaître le public, savoir quelles sont leurs problématiques, d'où ils viennent, et pouvoir les rediriger vers des accompagnements qui existent. On se rend compte que certains sont suivis par la métropole notamment parce qu'ils sont mineurs non accompagnés, certains ne sont pas suivis, certains parlent français, certains parlent anglais. Ils nous disent aussi que leur problème principal, c'est le sans-abrisme. Certains sont hébergés à droite à gauche, d'autres sont complètement à la rue. Ils retrouvent aussi des problématiques géopolitiques qui finalement se relocalisent ici. Et donc en fait, cette analyse des travailleurs sociaux, elle est extrêmement précise pour ensuite diriger les personnes vers les dispositifs d'accompagnement qui existent, mais dont ils n'ont pas connaissance. Avec tous ces dispositifs, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux habitants autour de ces 2 places qui ont vu la situation plutôt se dégrader en début de mandat? Vous leur dites, d'ici la fin du mandat, ces 2 places retrouveront leur tranquillité complète? Je dis qu'en fait, on met les moyens qui n'ont jamais été mis sur ce quartier de la Guillotière, parce que ce soit Péry ou Mazagran, les 2 font partie de la Guillotière. Et là, aujourd'hui, que ce soit en termes de moyens policiers, de moyens sociaux, de moyens d'aménagement et même d'accompagnement, on va dire, politique et démocratique avec la Maison des projets, une chef de projet qui a été nommée à la Ville de Lyon, un chef de projet qui a été nommé à la métropole, la puissance publique est présente sur le quartier et je pense que ça va avoir ses effets, que ça va s'améliorer, effectivement. Finalement, vous voulez être jugé sur les résultats en fin de mandat sur la Guillotière? Oui, pourquoi pas. En tout cas, même sans avoir encore les résultats, ce qui est sûr, c'est qu'on y a mis les moyens et ça, personne ne peut le nier. Parlons, juste pour finir, des autres projets qu'il peut y avoir dans le 7e arrondissement, notamment l'ouverture de 2 écoles en septembre prochain. Donc c'est une école Frida Kahlo, une école Wangari Maathai, qui est le prix Nobel de la paix, militante écologiste, Frida Kahlo, l'artiste mexicaine. Est-ce que vous allez imaginer des fresques à la hauteur de ces 2 personnages sur ces écoles? Eh bien, pourquoi pas. Donc 2 écoles qui ouvrent, 18 classes, et ça, c'était un besoin absolument essentiel sur le 7e. On voit que dans certaines villes et en centre-ville, il y a des classes qui ferment. Nous, on en ouvre des écoles dans le 7e arrondissement parce qu'on a une évolution démographique assez importante. Et on a choisi, mais alors ce n'est pas forcément les élus qui ont choisi ces noms, il y a eu un vote organisé dans chaque école provisoire, parce qu'il y a déjà les écoles provisoires avant les écoles définitives, et les parents et les enfants ont choisi Frida Kahlo, Wangari Maathai, et pourquoi pas faire des belles fresques, alors notamment Frida Kahlo, qui est une artiste mexicaine extraordinaire, qui, je pense, peut parler aux enfants. En tout cas, les enfants sont venus nous présenter leur choix au conseil d'arrondissement. Et eux, ce qui les a le plus marqués, c'est en fait son handicap et son courage d'avoir pu vivre la vie qu'elle a menée avec ses handicaps et toutes les épreuves de la vie qu'elle a traversées. Et donc moi, je suis prête évidemment à travailler encore avec les enfants, les élèves de la future école Frida Kahlo pour, pourquoi pas faire une fresque, ouais. Dernière question, on a vu le rapport du GIEC qui annonce 2 nouvelles périodes de canicule. Là-dessus, vous êtes original en matière dans les arrondissements lyonnais, en tout cas pour les écologistes. Vous assumez de faire appel à la climatisation en proposant une salle climatisée en refuge. Oui, nous, depuis 2020, en mairie du 7e, on met en place une salle climatisée, la salle Villon, où d'habitude on fait des réunions. Là, on dit non. Elle est dédiée aux habitants, parce que je pense fondamentalement que d'avoir la clim individuellement chez soi, ce n'est pas un bon modèle pour l'écologie. On sait que la clim rejette en plus beaucoup de chaleur à l'extérieur. Par contre, de se retrouver de manière collective dans des endroits climatisés pour supporter les étés lyonnais, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on fait des étés où on a de nombreux jours à plus de 40 degrés, et ça me paraît vertueux, et en tout cas, ça me paraît logique en tant que collectivité de proposer des espaces fraîcheurs. Il n'y a pas que la mairie du 7e, il y a les bibliothèques, il y a les musées, comme le musée des Confluences, par exemple. Mais nous, on propose donc cette salle ouverte à tous les habitants, avec des jeux de société, avec la presse. Donc c'est aussi un lieu de sociabilité.
Ça, c'est pour la journée. Pour le soir, vous ne prévoyez pas d'ouvrir, par exemple, le parc Blandan ou d'autres Eh parcs bien, pour que les habitants puissent y dormir? les parcs ferment à 22 heures l'été. Je sais qu'il y a d'autres villes qui ouvrent les parcs toute la nuit pour avoir des lieux de fraîcheur, donc à réfléchir, mais ça, c'est pas du niveau de la mairie du 7e arrondissement. Fanny Dubo, je vous remercie. Et puis Merci. moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.